Bonjour les amis, bienvenue dans votre podcast, le podcast qui casse les codes que j'ai nommé Mon Pourquoi. Moi, c'est Franck Azingosu. Et moi, c'est Emmanuel Apoko. Ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, on parle même de la foi. Mais aujourd'hui, avec Jérémy, nous allons parler D'investissement, d'épargne et d'éducation financière. Comment tu vas, Jérémy? Ah, pas comme toi. Ça fait un petit moment. Bah oui, quand même, j'avoue. Par rapport au premier épisode, les gens nous ont demandé de faire une rétrospective par rapport aux obligations. D'accord. Une obligation est un morceau de dette émis par un État ou une collectivité territoriale ou encore une entreprise. Oui, effectivement, c'est une reconnaissance de dette. Comme tu dis, c'est un fractionnement de la dette émis par une personnalité morale et acheté par une personne lambda. Tu préfères les obligations d'État ou les obligations d'entreprise? Entre les obligations d'État et les obligations d'entreprise, tout dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches vraiment de la forte rentabilité, je pense que les entreprises ont des titres de dette un peu plus rentables. Parce que les États sont jugés, enfin après ça Moi, dépend quand je dis de la État, qualité des États. État, c'est plus par rapport à la sécurité. Oui. Si tu te tournes vers l'État, effectivement, c'est plus sécuritaire. Parce que dans la conscience commune, on dit en général que l'État ne peut pas faire faillite. Parce que dans tous les cas, l'État peut toujours chercher à se refinancer ailleurs. Effectivement, si tu cherches de la sécurité et une garantie d'être toujours remboursé, il y en a qui le font, qui se tournent essentiellement vers les États. Il y a même des États qui aujourd'hui émettent qui émettent des obligations à titre négatif, à taux négatif. Donc, c'est-à-dire que les gens sont prêts à payer pour laisser leur argent auprès de l'État. Donc, ils payent l'État pour que l'État emprunte chez eux, juste parce qu'ils cherchent de la sécurité. Maintenant, si tu cherches de la rentabilité, tu trouveras pas beaucoup de rentabilité dans les obligations d'État. Là, tu peux te tourner vers des reconnaissances, des titres de dette d'entreprise. Pour ceux qui sont dans le court terme, c'est que les rendements, déjà, c'est bien, c'est fixe, mais les rendements, c'est à partir de 5 ans, des fois 6, voire entre 5 et 10 ans. Ça dépend. En fait, ça dépend. Pour les gens qui sont dans le court terme. Pour les gens qui sont dans le court terme. Pour les gens qui sont dans le long terme. Parce qu'il faut pas penser que aux gens qui sont dans le long terme. Non, pour moi, je pense que quand tu te tournes vers une obligation, après, c'est comme tout type d'actif financier. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Si tu es en Occident, par exemple, en Europe, on prend l'Europe. Les obligations, elles n'ont pas des rendements très élevés parce que les États sont jugés relativement stables. Donc, elles ont des rendements à peu près un peu plus bas que dans les autres pays. Mais par contre, si tu es une personne de la diaspora, donc tu as accès à l'euro, et que tu te tournes vers des obligations de ton pays d'origine, là, tu as des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Et en sachant que quand un rendement est élevé, il n'est pas élevé pour rien. C'est que derrière, il induit un risque qui est lié à l'État qui est derrière. Bien que l'État ne puisse pas faire faillite, c'est juste que en termes d'économie entre les différents types de pays, c'est pas la même économie, c'est pas la même stabilité. Mais au moins, tu peux profiter en tant que personne de la diaspora d'une sorte d'effet de levier. Oui, l'effet de levier par rapport à la monnaie. Voilà, exactement, par rapport à la monnaie. Tu n'auras pas besoin de dépenser beaucoup pour acheter des obligations dans ton pays d'origine. Et en plus, le rendement est plus élevé. La reconversion, il y a vraiment une marge. Voilà, tu peux te faire une marge. Un exemple concret, tu es Gabonais, tu vas acheter une obligation de l'État gabonais. La dernière obligation que j'ai en tête, elle offrait 6%. À Brazzaville, des fois, il y a 10. C'est possible qu'il y ait 10, 11. Mais la dernière que moi je connais, donc elle offrait 6% sur 5 ans. Donc chaque année, tu avais 6%. Une obligation, donc une obligation unitaire, le nominal de l'obligation, c'était 10 000 francs CFA. Et il y avait un minimum d'achat de 50 obligations, donc 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, c'est quoi, 900 euros, je crois, un truc comme ça. À peu près entre 800 et 900 euros ici. Un peu moins de 1000 euros. 1000 euros, ça fait 650. Ça fait 650, voilà. Donc, du coup, tu pouvais prendre 1000 euros dans ton épargne. Tu as investi dedans, ça te fait tes 500 000 obligations gabonaises. Et chaque année, tu as 6% de 500 000.
sur 5 ans. Les gens vont dire, oui, ça, c'est pas énorme, 6% de 500 000, mais pour quelqu'un qui n'a pas non plus une grande capacité d'épargne, Oui, oui. 1000 euros que tu mets sur 5 ans dans un État qui, jusqu'à présent, en tout cas, l'État n'a pas fait faillite. Non, mais de toutes les façons, si tu laisses cette somme, c'est toujours ça de gagner, en fait. Dans ton épargne, avec l'inflation, ton argent, sa valeur est diminue. Exactement. Le pouvoir d'achat de ton argent va diminuer. Alors que là, tu as quand même 6% chaque année. C'est déjà, c'est pas mal. Beaucoup. C'est beaucoup. Tu vois, alors que le livret A, c'est quoi? C'est 3%. Sauf que ça change. Oui, ça change chaque année. Chaque année, ça peut changer. Alors que là, tu es engagé sur 5 ans à 6% par an, au lieu de laisser effectivement tes 1000 euros qui sont là ou d'aller te gratter la tête à réfléchir sur quelle action acheter, c'est du quasi, on va dire, du presque sans risque. Parce que derrière, quand l'État aura besoin d'argent, s'il n'arrive pas à te solder, toi, tes 500 000, il va forcément se refinancer quelque part. Donc, tôt ou tard, ton argent tombera. C'est du quasi sans risque. Donc, tu conseilles aux gens, s'ils doivent mettre de l'argent dans les obligations, c'est mieux de les mettre dans des obligations des pays africains. Mais ça dépend du profil qu'ils ont. S'ils cherchent un profil safe, on va dire, où c'est pas forcément la rentabilité extraordinaire qu'ils veulent, ils peuvent très bien se contenter des obligations françaises, par exemple. Okay. Mais s'ils veulent de la rentabilité, en prenant un tout petit peu plus de risques qu'une obligation française, mais moins de risques qu'une action classique, ils peuvent aller sur les marchés africains, ils achètent la dette. Mais ils achètent la dette, c'est 6%, ça leur coûte pas grand-chose, tu vois. Enfin, pas grand-chose. 1000 euros, je dis pas que 1000 euros, c'est pas de l'argent, c'est de l'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Mais c'est pas énormément, c'est pas un gros effort par rapport à quelqu'un qui est en Afrique, qui doit dégager 500 000 francs CFA. Toi, tu es ici, 1000 euros pour toi, c'est moins pesant que celui qui est à l'intérieur du pays. Lui, sortir 500 000, c'est quasiment la moitié de son salaire. Pour certaines personnes. Mais si tu charges de la rentabilité, plus une certaine forme de sécurité, les obligations africaines sont très bien rémunérées. 6, 7, 8%, selon les pays où tu vas, c'est très bien. Je dis pas que c'est mauvais, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les Camerounais, ils achètent plus d'obligations congolaises que les Congolais eux-mêmes. Mais est-ce que, après, tout dépend aussi de l'information? C'est peut-être pas parce que la banque, elle est au Cameroun. Ouais, effectivement, comme tu dis, c'est peut-être parce que le fait qu'elle soit maintenant au Cameroun, donc les Camerounais sont un peu plus informés du truc. Mais moi, je me rappelle, parce que j'avais fait un stage dans cette banque-là. La place boursière s'appelle Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Okay. Avant qu'elle se retrouve au Cameroun, le siège était au Gabon. Et j'avais fait mon stage de fin d'études là-bas, et c'est là que j'ai découvert j'avoue qu'avant, je ne connaissais pas forcément le niveau de rémunération de ces obligations. Et quand j'arrive, je vois le truc, je me dis, mais attends, on a des titres qu'on émet à 7-8%. Mais tu te rends compte? C'est-à-dire que j'arrive à épargner un petit 1000 euros à la fin de l'année, je dépose ça dedans, je me garantis 8% pendant 5-6 ans. Ok. C'est énorme. Et c'est là où je me rends compte de ça. Après, c'est toujours relatif. Moi, en tant qu'étudiant, si j'arrive à sortir 1000 euros à 8% chaque année, ça veut dire que quelqu'un qui travaille, qui a un salaire stable, il peut donner peut-être 5 000, voire 10 000, et tu te fais 8% de 10 000 euros chaque année. Déjà, je pense qu'à la base, c'est d'abord une question d'information. Ok. Est-ce que c'est dans nos habitudes d'avoir ce type d'information-là? Parce que depuis que je connais la BVMA, quand je vais au Gabon, je fais maintenant attention. Il y a des pancartes, des panneaux publicitaires où il y a bien la publicité de ces émissions obligataires-là. Okay. Mais sauf que quand tu n'es pas habitué au sujet, c'est des trucs tu fais pas attention en fait. Tu vois le truc, tu regardes dans la direction, mais tu vois pas la chose. Tu vois. Je crois que ça arrivait déjà à plein de personnes. Tu es dans un bureau, tu es dans un espace, tu regardes dans une direction. Il y a des gens devant toi, mais tu les vois pas. Parce que sur l'instant, c'est pas ton sujet. Alors que quand tu as déjà eu l'info, c'est des trucs qui te tiquent. Tu te dis, ah, mais là, il y a une émission, faut que je m'intéresse à ça. Donc déjà, il y a l'information. On n'a pas forcément cette information. Et ensuite, on n'a pas cette éducation, cette habitude financière de se tourner vers ce genre de choses. Nous, en général, en majorité, après, bon, je vais pas forcément parler de la majorité. Si tu vas parler d'investissement ou d'épargne
aujourd'hui, ils vont plus se tourner genre vers des tontines. C'est quelque chose de plus commun, quelque chose qui nous parle un peu plus, c'est plus rapide, on touche l'argent. Non, moi je pensais que tu parlais d'investissement. Bon, pour moi une tontine c'est comme de l'épargne. C'est de l'épargne effectivement. Mais non, en fait ce que je veux dire c'est que si tu vas parler de finances, d'épargne ou d'investissement aujourd'hui, je pense que la majorité vont d'abord te dire, waouh, on fait une tontine. Oui, c'est clair. Parce qu'ils n'auront pas le réflexe de se dire, je vais à la bourse pour regarder un peu les obligations et machin. Est-ce qu'on peut faire une analyse par rapport à l'épargne? Parce que pour moi, les obligations, c'est une épargne aussi. Pour moi, je pense que c'est un peu des deux. Un, c'est un investissement parce que tu touches des intérêts. Oui. Et c'est une forme d'épargne parce qu'au final, ton argent t'est rendu à la fin. Oui. À la différence des actions, c'est du pur investissement. Parce que tu peux perdre ton capital. Tu es pas sûr d'avoir ton capital. Oui. Alors que là, tu épargnes ton argent, tu sais que... Il est en sécurité, mais sauf que tu ne gagnes pas grand-chose. Oui. Bah après, tu peux pas gagner aussi. Oui, bah voilà, mais c'est ça aussi le prix à payer, quoi. Voilà. Parce que après, il faut aussi se dire que en finance, plus tu gagnes, plus tu as un taux de rendement élevé, plus ça induit un risque élevé à prendre. Oui, voilà. La différence entre les actions et les obligations, après je déborde un peu sur le sujet, c'est que les actions, ton capital n'est pas garanti. Tu peux perdre ta mise de départ dans les actions. Aujourd'hui, la boîte est fait faillite, tu la perds. Ou alors, je suis patron d'une entreprise, j'émets des actions. Toi, tu vas y croire, tu vas te dire, ah oui, c'est un très bon truc, tu vas en parler à tout le monde, ça va exploser. Mais il suffit que je fasse un couac. Les gens vont dire, bah, au final, c'est n'importe quoi. Ça chute dans la seconde. Et je te parle de ça, j'ai vécu ça en direct sur un cas personnel. C'était pendant la crise du Covid. Il y avait une boîte. Je vais pas dire son nom. Je vais pas, faire des dédicaces. Non. Je vais pas dire son nom. Je me rappelle très bien de ce jour. J'étais assis à mon bureau. J'étais avec mes collègues. La boîte, je l'avais achetée 5 € l'action. Elle était à 14 € ce jour-là. J'étais en train de me la péter. Je suis allé voir mes collègues. Ouais, 14 €, j'ai fait le jackpot. Sauf que moi, mon bureau, il est là. Le bureau de mon collègue où je vais me vanter, il est là. On est séparés par un mur. Le temps de revenu. La boîte était à 3 €. Elle a fini la journée à 2 €. Bien. Je n'ai jamais retrouvé le niveau des 5 €. Ah bon. J'ai dû vendre. Parce que je me suis dit, mais il y a un problème. Après, dans les actions, tu as aussi ce côté de, tu paniques un peu et tout, tu vends, tu gardes, tu sais pas trop. Mais moi, personnellement, ce jour-là, j'ai paniqué. Je me suis dit, je vais atténuer la perte, j'ai vendu. Mais sauf que par curiosité, j'ai regardé un peu avec le temps, voir si, est-ce que j'ai vendu trop tôt. Mais je t'assure qu'elle n'a jamais retrouvé ce niveau des 5 € là. Aujourd'hui, elle est peut-être à 1 € ou 2 €, un truc comme ça. Alors qu'elle était à 14 €. Je voyais le jackpot, plus de 100%. Je me suis dit, waouh, tu vois. Alors que les obligations, tu sais que tu t'engages. Mais c'est ça aussi le truc, c'est que les obligations, même quand il y a des problèmes, même quand il y a une crise ou des faillites, les gens qui ont des obligations, ils sont prioritaires. Voilà, ils sont prioritaires. Par rapport au paiement, ils sont payés avant les actionnaires. Avant les actionnaires passent après ceux qui ont des obligations. Donc, voilà. Donc, en gros, les actionnaires peuvent perdre vraiment l'argent qu'ils ont mis dans la balance. Et c'est ça qui est avantageux avec les obligations. Mais par rapport aussi à l'épargne. L'épargne, en fait, l'épargne dépend de beaucoup de choses. Je pense déjà, l'épargne dépend du cycle de vie de la partie de la vie dans laquelle tu es. Il y a différents produits d'épargne, surtout ici, en Afrique. Je connais pas trop la gamme des produits d'épargne, mais ici, tu as différentes gammes de produits d'épargne qui sont plafonnés, qui ont une certaine durée, ainsi de suite. Je sais pas. Quand tu commences, tu as le livret jeune, par exemple. Tu as le livret, le livret A. Le livret A. Tu as le LEP. Le plan épargne logement, où tu épargnes pour te constituer un apport et ainsi de suite. Le LEP, plan épargne populaire. Voilà, tu as le plan épargne populaire, tu as le livret d'épargne populaire, tu as le PER. Tu as le plan épargne retraite, donc le PER, tu as le CAT, le compte à terme. Il y a aussi le LDD. Le livret de développement durable. Voilà. En fait, tu as différents livrets, différents plans d'épargne, selon le niveau de vie où tu te trouves, donc selon la période de ta vie dans laquelle tu es. Ça, c'est bien, parce que c'est structuré à ce que tu es capable de dégager comme montant d'épargne. Je te prends un exemple, il y a ce qu'on appelle le compte sur livret.
Le compte sur livret, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas de plafond en termes de montant que tu peux mettre. C'est pas un compte qui est mais les pourcentages sont pas élevés parce que le compte sur livret c'est pas un compte qui est en fait il y a deux types de comptes. Il y a les comptes liés à l'État où c'est l'État qui impose les taux. Parce que je sais que le livret A, le plafond c'est 22 500. Ouais. Le LEP avant c'était 7 500 €, maintenant ils sont passés à 10 000 €. Le LDD, je sais qu'ils sont à 12 000 €. Voilà. Et en fait, tu as des livrets qui sont, comment dire, subventionnés par l'État, où les banques servent juste de relais. Et tu as des livrets qui dépendent de la banque directement. L'État n'a pas son mot à dire. Le compte sur livret, l'État n'a pas son mot à dire. Par contre, le compte sur livret, tu n'as pas de plafond en termes de mise. Sauf que historiquement, quand tu regardes les chiffres, le compte sur livret, enfin, les autres comptes subventionnés par l'État où les taux bougent avec l'inflation et autres sont soumis à ce qu'on appelle de l'arbitrage. C'est-à-dire que les gens placent leur argent selon le niveau des taux. Alors que le compte sur livret, c'est un taux, si la banque dit ça bouge pas, ça bouge pas. Mais du coup, les gens n'arbitrent pas trop ce truc-là. Ils se disent, bon, ils regardent un peu ce qui se passe, ils se disent, bon, j'ai pas grand-chose, je le laisse là. Je laisse mon argent là, bah, ça va fluctuer, mais voilà. Sauf que le problème avec épargner de l'argent, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, avec l'inflation, ton argent, il perd de la valeur. Et même si tu gagnes quelques pourcentages, tu perds quand même beaucoup de valeur. Enfin, déjà, je pense que tu peux pas comparer l'investissement et l'épargne. Moi, les deux doivent forcément aller de pair. L'épargne, c'est ta sécurité, c'est au cas où. Oui, mais tu mets pas beaucoup d'argent dans l'épargne, tu mets. Non, mais voilà, l'épargne, c'est vraiment entre 3 et 6 mois, voilà. C'est ça. En fait, l'épargne, pour moi, tu vas vraiment en parallèle des deux, épargne et investissement. Plan de sécurité. Ton épargne, c'est ton plan de sécurité. Voilà. C'est au cas où. Okay. Tu te dis, on ne sait jamais, je mets ça. Mais quitte à mettre de l'argent de côté, je mets sur un compte qui est rémunéré, au mieux rémunéré en fonction de l'inflation, qui prend en compte l'inflation. Donc, quand l'inflation augmente, mon taux de rémunération augmente, comme ça, mon pouvoir d'achat ne diminue pas. Je mets mon argent là. Ensuite, une partie, je l'investis, soit en obligations, soit en actions, soit dans les OPCVM et autres, des trucs comme ça. Les ETF. Ou des ETF. Ça, c'est de l'investissement. Okay. J'ai mon épargne, j'ai mon investissement, j'ai mon argent de tous les jours. Normalement, pour quelqu'un de normal, c'est censé être comme ça. Je ne dis pas que moi, c'est ce que je fais. Non, mais sur le papier, moi, c'est ce que je fais. Voilà, sur le papier, c'est si tu veux être sécurisé, c'est ça. C'est tu as une partie que tu épargnes, tu as une partie que tu investis, et tu as ton truc de tous les jours. Normalement. Et du coup, tu peux pas comparer, parce que ce que tu investis, tu prends plus de risques que dans ton épargne. On a oublié un truc, l'assurance vie. Wow. Moi, je suis pas très fan d'assurance vie, je t'avoue. Bon, ok. Bon, moi, en tout cas, je suis fan. Non, moi, je suis pas très fan d'assurance vie. Moi, je suis fan de l'épargne classique, compte sur livret, livret A, LDD et autres, plan épargne logement. Et puis, tu as différentes règles, mais je te prends un compte qui, je pense, commence à faire un peu l'unanimité, surtout avec la hausse des taux, c'est le compte à terme. Le compte à terme, c'est un truc simple, tu fais un accord avec ta banque commercialise un compte à terme, elle te dit, en général, c'est entre 3 et 18 mois. Tu as 3 mois, tu as 6 mois, tu as 12 mois et tu as 18 mois. Je dis, selon les 4 temporalités là, tu me donnes ton argent avec un minimum d'entrée. Je crois que ça doit être 5 000 selon les banques. Et un minimum d'entrée, tu places, je te rémunère. Je crois que ça tourne autour des 3-4%, mais tu touches pas à ton argent pendant la durée du contrat. C'est pas mal. C'est 18 mois. C'est quoi? 1 an et demi maximum. Tu peux bien te passer de ton argent pendant 1 an et demi maximum, mais derrière, c'est garanti qu'elle te remet ta mise, et elle te paye tes intérêts. Mais vous, à la banque, vous avez plus quelle proposition? Les gens sont plus pour ouvrir quel compte épargne? Ça dépend des profils. En majorité. Si tu es sur du particulier, je pense que la majorité se tourne, les particuliers en majorité vont se tourner vers le livret A, surtout quand le taux augmente. En France, le livret A, c'est vraiment populaire. Parce que tu peux faire des virements sur le livret A facilement, tu peux retirer ton argent facilement, et en plus, le livret A, il y a une forte communication autour de ça, donc les gens voient que le taux augmente, que le taux baisse, ils voient bien les fluctuations et ils arbitrent.
Pour quelqu'un maintenant qui a une plus grande connaissance financière, il va peut-être mettre d'autres arguments en jeu. Il va se dire, bon, le livret A, c'est 4%. Oui, mais c'est 4% cette année. L'année prochaine, ça peut baisser. Alors que le compte à terme, je suis engagé avec ma banque pendant 18 mois. Pendant 18 mois, oui. Elle va forcément me donner mes 4%, elle va me donner mon argent, je place là, j'arbitre, et ainsi de suite. Pour terminer avec le truc de l'épargne, je voulais faire un parallèle avec l'Afrique. Ok. Aujourd'hui, dans les boîtes françaises, je sais pas trop si c'est comme ça dans toutes les boîtes européennes, il y a ce qu'on appelle, par exemple, le compte. Il y a deux trucs en entreprise. Le compte épargne-temps. Oui. Et le compte, le plan épargne entreprise. Ok. Le compte épargne-temps, c'est quoi? C'est que la boîte française, je parle de la France parce que je sais pas si c'est vraiment comme ça dans les autres pays, mais en France, donc tu as le compte épargne-temps où la boîte va te donner un certain nombre de jours de vacances dans l'année. Je sais pas, supposons 100 jours. On prend un exemple sur 100 jours. Sur les 100 jours, toi, tu vas en utiliser 70 ou 80. Et la boîte va te dire, OK, le reste, jusqu'à un certain plafond, tu peux le placer dans ton compte épargne-temps. Et ce compte épargne-temps, tu as deux choix. Soit tu utilises ces vacances un jour, soit tu me demandes de te les payer, et je te les paye au salaire du jour où tu m'as demandé. D'accord. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a placé 20 jours il y a 3 ans, qui a eu une augmentation salariale, et qui demande à se faire payer là, s'il a eu 5 000 euros de plus entre les 3 ans-là, les 20 jours-là n'ont plus la même valeur. Donc, c'est une forme d'épargne. Oui, c'est une forme d'épargne. À ça, tu ajoutes le plan épargne entreprise où ils vont verser les intéressements et participations et toucher des bénéfices et des abondements dessus. Ok. Pourquoi j'en parle? Je me dis, ça, c'est deux trucs, je pense, qui peuvent être facilement mis en œuvre dans nos pays africains. C'est-à-dire que, on dit à des gens, vous avez tel nombre de jours de vacances. Vous avez le choix entre les utiliser ou les placer. Ok. Si vous les mettez chez nous, vous pouvez les débloquer au bout de tant d'années et on vous les paye. Ça fait une rémunération supplémentaire, tu vois. Et ensuite, sur le plan épargne d'entreprise, ça permet aux personnes dans une boîte de réinjecter de l'argent dans leur propre boîte. Donc ça crée un financement pour les boîtes et ça crée aussi un revenu pour ces personnes-là. Et je pense que c'est des trucs. Le rendement. Voilà. Et le rendement. En plus, ce qui est bien avec le plan épargne d'entreprise, c'est que en général, quand tu mets quelque chose, la boîte t'abonde, donc elle ajoute encore quelque chose. Je pense 500 000 euros. En vrai, ton vrai rendement, si ta boîte ne performe pas trop en bourse, ton vrai rendement, c'est ce que ta boîte te rajoute. Donc, tu as mis 500, la boîte te rajoute 500, ça te fait 1000. Ok. Et tu te dis, bon, ok, j'ai mes 1000, mais au lieu de les utiliser tout de suite, je les laisse encore à la boîte. Donc, la boîte puise encore dedans pour se refinancer. Ok. Et je me dis, ça, c'est des trucs qui peuvent être pas mal mis en avant. Qui peuvent être mis en avant, qui peuvent être facilement mis en place en Afrique pour que les boîtes se refinancent et que les gens aient un plan d'épargne un peu plus sûr. Parce que du coup, tu investis dans ta propre boîte. Après, si elle fait faillite. Bon, déjà, il faut être au courant. Moi, je voulais qu'on essaye de faire une comparaison entre l'immobilier et quoi, la bourse. Voilà. Allons-y. La bourse et l'immobilier. Je suis plus dans la bourse que l'immobilier. L'immobilier, pour moi, ça demande. Bon, déjà, c'est bien parce que tu as un effet de levier, la dette. De la bourse. Bah, déjà, pour être éligible, il faut travailler, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Par contre, la bourse, peu importe combien tu gagnes, tu as accès. Il suffit juste d'aller voir ton conseiller à la banque pour essayer d'avoir accès à un compte titre ou en PEA. Tu peux même investir en bourse avec ton assurance vie. Pour ça que l'assurance vie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça te permet d'épargner, ça te permet d'investir. Je vois ce que tu veux dire. Mais. Tu fais toujours un mais. Toi, moi, je suis toujours le mais. Pour l'immobilier. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Oui, mais tu m'as dit la dernière fois que ça coûte cher. De quoi? L'immobilier, maintenant. Mais ça dépend de là où tu te... En France, oui. Ça coûte cher. Oui, mais là, on parle de la France, déjà. Oui. On est en France. Mais si tu vois plus large. Ok. Oui, mais il faut commencer par là et développer. Si tu vois, effectivement, si tu restes dans un cadre franco-français. Oui.
c'est plus, en termes de coût d'entrée dans le marché, la bourse, naturellement, te coûte moins cher. Et tu as tes petits 500 euros. Et tu as un meilleur rendement. Et tu as potentiellement un meilleur rendement. Mais il faut vraiment connaître. C'est ça, en fait. Il faut vraiment connaître. S'éduquer. Il faut très bien connaître le secteur où tu vas. Très bien connaître l'entreprise dans laquelle tu vas investir. Et ça, il y a des indices pour ça. Tu as accès à des informations. Tu as accès à des informations, mais il y a ce qu'on appelle le rendement avant impôt. Ça, c'est Earning Before Interest and Tax. Ok. EBITDA, je crois. Okay. Et en fait, c'est des infos qui vont te donner, qui vont te dire la rentabilité de ta boîte. Il y a aussi la rentabilité sur les actifs, la rentabilité sur les actifs, c'est-à-dire combien pour 1 euro d'actifs, combien la boîte a eu de rendement. Voilà. Et ça te permettra de savoir si ta boîte arrive à dégager du chiffre plus parce qu'elle a de la dette ou plus parce qu'elle a du cash, donc elle a des fonds propres qui lui permettent de dégager cette. Est-ce que son bénéfice est plus lié à ses fonds propres ou à de la dette? Si c'est lié à de la dette, c'est que le bénéfice va être gratté par les remboursements de la dette. Donc, toi, tu vas voir un gros chiffre, tu vas te dire, oh, la boîte a fait 1 million, mais elle a 500 000 de dette. Donc, au final, elle a fait que 500 000. Alors qu'en face, tu as une boîte, par exemple, qui a fait 1 million, et elle a 100 000 de dette. Ouais. Donc, au final, elle est plus intéressante que l'autre. Voilà, c'est clair. Donc, il y a vraiment des indices qu'il faut connaître. Mais en gros, toi, tu es plus pour l'immobilier. Non, moi, je dis que ça dépend de là où tu te... Aujourd'hui, par exemple, en France, tout de suite, moi, je te dirais, l'immobilier, je n'en fais plus. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, vraiment cher. Pour avoir un bien immobilier, l'apport, on te demande maintenant minimum 30 ou 40% d'apport. Ouais, minimum 23, je pense. Entre 23 et 30%. Voilà. Sur des prix de l'immobilier qui n'ont fait qu'augmenter. Oui. Ça, c'est dommage, hein. C'est ça aussi la stratégie des investisseurs. En fait, maintenant, l'immobilier, il donne plus accès aux anciens investisseurs. Non, en fait, si tu veux, aujourd'hui, l'immobilier, là où c'est facile pour les gens, c'est que tu as les taux d'intérêt qui ont fortement augmenté. Donc, mais le prix à l'achat, baisse, on va dire légèrement. Sauf que quand ce taux-là augmente, les banques t'augmentent ton apport pour avoir un prêt immobilier. Oui. Et du coup, toi, en termes de pouvoir d'achat, ton pouvoir d'achat baisse par rapport à l'immobilier. Sauf que on sort d'une période où, donc la crise Covid, où des gens ont amassé énormément d'épargne, les investisseurs n'ont pas beaucoup investi. Eux, ils ont du cash. Donc au final, c'est eux qui se retrouvent aptes à racheter ces trucs-là. C'est pour ça que tu dis que qu'aujourd'hui c'est plus intéressant pour les anciens investisseurs parce que les gars ils se sont reposés, mais ils ont un trésor de guerre pour acheter et ils rachètent. Sauf que toi, en tant que petit particulier, quand on te demande de mettre 30 000 à 40 000 euros d'apport, tu te dis bon, autant rester locataire pour le moment. C'est pour ça que moi ici, tout de suite, je te dirais dans l'immobilier, en tout cas en France, pour ce que je sais, moi, personnellement, je ne le ferais pas par rapport à la bourse. Alors que la bourse, je peux prendre mon petit 100 euros. Mais ça coûte aussi cher, la bourse. Ça coûte cher, c'est-à-dire? Ah, mon gars, c'est de l'argent. Tu dois acheter, tu dois payer, tu dois... Oui, mais après, c'est sur le long terme que tu gagnes. Oui, après, il faut aussi faire attention quand tu vas sur la bourse. Selon les banques où tu ouvres ton compte boursier, tu as des offres. C'est pas les mêmes frais. C'est pas les mêmes frais. Les frais sont différents. Donc, faut bien prendre en compte les frais dans la rentabilité de ce que vous allez acheter. Mais maintenant, si tu te déportes, moi je me mets toujours du côté de la personne de la diaspora naturellement. Tu as tes euros, tu te tournes dans ton pays d'origine. Bon, précisément en Afrique. En Afrique, Gabon, Congo, Cameroun et autres. Côte d'Ivoire et tout. Tu connais le prix de ton terrain, tu connais le prix d'une brique. Je crois que c'est au Gabon, si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 500 et 600 francs CFA la brique. Mais le coût de la monnaie, quoi. Ça fait une marge. Le coût de la monnaie, tu as 1 euro pour 650 francs CFA. Donc 1 euro, tu as une brique. Donc tu te tournes vers là-bas, ça te coûtera moins cher. Tu commences petit naturellement. Enfin petit selon tes moyens. Oui, mais sauf qu'en Afrique, tu n'auras pas droit
à l'effet de levier de la dette. En Afrique, tu es obligé d'investir ton propre argent. Non, là, je parle d'un point de vue de la diaspora, le gars qui a la diaspora. Oui, mais sauf que nous, en Afrique, on ramène notre maille. Mais ici, en France, quand tu investis, c'est pas ta maille. C'est la banque qui finance et tes locataires remboursent. Mais tu peux faire un prêt conso ici. Oui, un prêt conso. Après, en Afrique, tu vas construire quoi avec 50 000 euros? Ah, aujourd'hui. Au Gabon, tu construis un studio avec 50 000 euros. Oui, mais d'accord, mais... Au Congo, peut-être, parce que au Congo, effectivement, les terrains sont beaucoup plus chers. Ça coûte cher. Oui, ça, c'est vrai. Mais, tu vas forcément trouver un truc intéressant. Ça va forcément te revenir moins cher que de faire l'immobilier. Après, je pense que la bourse est un peu plus compliquée que l'immobilier. En termes de connaissances. En termes de connaissances, c'est plus compliqué. Des fois, tu gagnes beaucoup d'argent si c'est ton métier. La bourse, ça va un peu de pair avec le trading. Oui, c'est clair, oui. Et tu gagnes beaucoup d'argent si c'est ton métier. Mais c'est pour ça que je dis que dans la bourse, il faut que tu aies beaucoup de connaissances sur là où tu mets les pieds. Oui. Tu peux pas te lever. Mon exemple personnel, pendant la crise du Covid, moi, j'étais très naïf. Je me suis dit, un truc tout simple, l'aéroport de Paris avait chuté pendant la bourse, pendant la crise du Covid. Et je me suis dit, mais c'est l'aéroport de Paris, bon Dieu. Ça va forcément se lever. J'ai mis de l'argent dedans. Ça s'est pas levé. J'ai jamais compris pourquoi. Et il y a un mois, je discutais avec un ami, enfin un collègue à moi, et je lui ai parlé de cette expérience. Il m'a dit, mais moi, jamais j'aurais mis de l'argent dedans. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais parce que l'entreprise en elle-même, elle est déjà à son plus haut. Qu'est-ce qu'elle va là? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de nouveau qui va faire en sorte qu'elle croisse encore? C'est comme Air France, quoi. Voilà. Et en fait, et là, c'est là où tu te dis, mais effectivement, j'ai pas eu ce recul-là. Toi, tu as le raisonnement naïf en te disant, c'est l'aéroport. Voilà. Il y aura toujours de l'argent. Je te dis, il y aura toujours de l'argent. Les avions vont toujours venir. Ouais. Et là, il m'a dit, oui, les avions vont venir. Mais les investisseurs, ils ont déjà pricé le fait que les avions vont venir. Eux, pour que le prix augmente, ils doivent s'attendre au fait que, je sais pas, qu'ils créent peut-être des avions, ou genre l'aéroport de Paris va doubler sa capacité d'avion ou des trucs comme ça. S'ils ont cette info, là, le prix va exploser. Mais pendant la crise du Covid, c'est juste que les avions ont arrêté de venir. Mais après la crise du Covid, il devait pas avoir un doublage du nombre d'avions dans l'aéroport de Paris. Donc au final, les gens, ils avaient déjà introduit cette info-là dans le prix. Et donc ils savaient que le truc allait pas faire x2. C'est des escrocs aussi. L'aéroport de Paris, c'est des pyramides de Ponzi, ça. Non, je pense que c'est juste que j'étais novice. J'y ai pas pensé. Et effectivement, le gars m'a expliqué. Je me suis dit, quand il me le dit là comme ça, effectivement, c'est pas faux. Est-ce que tu t'es déjà fait hacker? Bon, toi, déjà, les crypto-monnaies, c'est pas ton truc. Non, les crypto-monnaies, non, c'est pas mon truc parce que je trouve ça très volatile. Non, mais en tout cas, je t'invite à te concentrer dessus parce que il y a beaucoup de mailles. Je vais regarder. J'ai vu un peu ce que tu m'as montré. Je vais regarder. Est-ce que je me suis déjà fait hacker? Non, parce que je suis pas sur les cryptos. Ah mon Dieu. Toi, tu t'es raconte-nous ce qui s'est passé. Alors moi, je me suis fait hacker une fois. Tu vois, des fois, il y a des mails qu'on envoie aux gens. Vérifiez votre compte. Ils envoient un lien. Je vais te raconter après. Je me suis fait hacker, mais c'est sur autre chose. Voilà. Donc ils t'envoient un mail. Vérifiez votre compte. C'était Trust Wallet. Trust Wallet, tu connais, tu sais c'est quoi un Trust. Oui. Donc, parce que j'avais des cryptos que j'avais coffrés dans un coffre. Ouais. Et c'est, tu vois, sur Internet, c'est virtuel. Ouais, je vois. Ils font un code et tout. Et donc, ça veut dire que moi, je clique sur le lien, j'essaye de valider, pour vérifier, parce que je me dis qu'il faut que je confirme mon compte, parce qu'ils disent que sinon votre compte, il va sauter. Oui. Et quand je rentre, je mets le mot de passe. Donc, ça veut dire que le gars, il réussit à hacker mon compte. Ouais. Et il reconvertit. J'avais des milliards de crypto-monnaies. J'avais du Floki, j'avais du Shiba Inu. Mais ils m'ont volé tous mes cryptos. Ils ont converti les crypto-monnaies en Ethereum et ils ont pris à partir de l'Ethereum, ils se sont envoyés dans leur compte. Mais sauf que dans les fichiers, tu peux pas vérifier qui a envoyé à qui. Oui. Et c'est ça le truc. Donc, ça veut dire, j'avais pour 3500 euros. Ah, c'était pas les cryptos, c'était mon compte Netflix. J'avais reçu un mail. Ah, mon Dieu. Les arnaques. Mais oui, genre. Il était
peut-être minuit, je crois, comme ça, je reçois un mail, votre prélèvement mensuel a été rejeté et tout. Je dis, bon, je vais voir. Je rentre, je tape mes infos, et je vois, il me demande mon adresse. Je dis, bah, Netflix connaît où je vis, pourquoi il me demande mon adresse? Je tape mon adresse. Il me demande mon numéro de carte, il me demande plein d'infos. Je me dis, bon, allez, tac, tac, je lance. Après là, je réfléchis, je me dis, attends, je vais voir un peu mon compte Netflix. Je vais sur mon compte Netflix, je vois que tout passe. Je dis, mais pourquoi tu étais censé être bloqué? Pourquoi j'arrive à regarder? Donc, par réflexe, je vais sur la banque, je bloque la carte. Je me dis, si c'est vraiment Netflix, ils vont me réécrire le lendemain. Ouais. Mais en attendant, j'ai un doute, je bloque d'abord ma carte. 2 minutes après, je reçois un message de ma banque. Autorisation de paiement de 1500 € validé ou pas. Je dis quoi? Merde. Oh, mais toi, ça va, 1500 €. Eh, ça va, c'est beaucoup d'argent. Ils t'ont pas remboursé la banque? Non, en fait, la banque me demandait de valider le paiement de 1500. Ok. C'est comme ça que j'ai pu être sauvé, parce que si la banque avait validé automatiquement, il me prenait 1500. Sauf que là, les paramètres de sécurité faisaient que je devais valider un certain niveau d'opération. Et c'est comme ça que j'ai pu échapper. Mais j'étais parti, j'écrivais mes infos tranquille, hein, mot de passe, email, numéro, adresse. Moi, je regrette que mon épargne. Mais on va dire que ça fait partie de la formation de la vie. Oui, ça fait partie de la formation de la vie. Maintenant, après. Bah, maintenant, tu sais, tu fais un peu plus attention. Et, pour finir, ce podcast, une analyse sur l'héritage. Alors, sur l'héritage, moi, j'ai un point de vue qui est très arrêté. Déjà, en France, il y a une loi qui empêche les parents de déshériter leurs enfants. Et même par rapport aux impôts, bon, c'est mon avis, je trouve que les héritiers sont moins taxés. Pour moi, que les personnes qui travaillent. Les gens payent beaucoup d'impôts. Mais qu'on devait prendre un peu plus sur l'héritage. Parce que ça permet aux riches de rester riches et ça permet aux travailleurs de rester travailleurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, pour avoir un peu d'équilibre. Après ça, c'est mon avis. Mais pour toi, est-ce que tu peux essayer de voir par rapport aux lois sur l'héritage ici en France et en Afrique, parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, les gens ne respectent pas les lois, quoi, sur l'héritage. Ouais. Par exemple, quand un papa il meurt en France, comme on a dit, les enfants, c'est obligatoire. Ils sont héritiers. Mais nous, en Afrique, des fois, ce sont les frères du père ou les sœurs de la mère qui vont prendre les biens et qui vont mettre les enfants dehors. Moi, comme je te dis, moi, sur l'héritage, j'ai des points de vue très arrêtés. Je commence par la France. Ok. Déjà, sur la loi qui permet de taxer l'héritage. Quand je dis taxer l'héritage, c'est le droit de succession. C'est-à-dire, pour qu'un héritier touche l'héritage, il doit payer des taxes à l'État. Oui. Moi, personnellement, je suis contre. Parce que je me dis, la personne qui a constitué cet héritage-là a déjà donné de sa personne, de son vivant. Je prends l'exemple d'une maison, d'un appartement. Tu as payé la taxe foncière, tu as payé le prêt immobilier, tu as payé la taxe d'habitation, tu as payé la taxe, tu as payé l'impôt sur le revenu, sur tes revenus pendant tout ton vivant. Quand tu finis, tu as pu collecter un certain héritage. Tu veux donner ça à tes enfants pour leur donner un coup de pouce dans la vie, pour qu'ils puissent toucher ça. Il faut qu'ils payent encore une taxe. J'ai l'impression, après, c'est mon point de vue, que c'est une double taxation. Tu taxes 2 fois. Parce que le jeune, quand il récupère ton héritage, il paye la taxe. Mais il continue encore à payer des taxes sur ce qu'il a encore. Il va encore payer de l'impôt sur la fortune. Il va payer, si c'est un immeuble, si c'est un bien immobilier, il va encore payer la taxe foncière toute sa vie. Et ainsi de suite, quand il va encore léguer à son fils va encore payer la taxe sur la succession et la taxe foncière, et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est un peu trop. Après, c'est mon avis. Peut-être que ça finance des trucs précis, ça, je sais pas. Ensuite, la loi qui interdit de déshériter son enfant, ça aussi je suis contre, parce que il y a certains enfants, quand tu vois leur comportement envers les parents, tu te dis mais attends, c'est une blague.
Moi, je me dis, on devrait être libre de dire, ben écoute, non, je lui donne rien. Parce que j'estime peut-être qu'il n'a pas mérité, quitte à apporter des preuves qu'il n'a pas mérité l'héritage ou un truc comme ça. Oui, mais qu'on oblige qu'on oblige de donner, enfin, pas qu'on oblige de donner un héritage, qu'on empêche de déshériter son enfant. Là, je trouve que ça rentre dans des considérations personnelles de famille. Après, effectivement, il y a des parents qui peuvent abuser. C'est-à-dire que l'enfant n'a rien fait pour être déshérité, mais le père ou la mère, parce qu'il a rencontré X ou Y, qu'il a été embrouillé par une tierce personne, décide de déshériter son enfant, et l'enfant se trouve victime d'un comportement abusif. Là, c'est autre chose. Mais je me dis, bon, après, tu me diras, dans la vie, il faut toujours prévoir le pire des cas et couvrir le pire des cas. Mais je suis pas forcément pour. Je pense qu'on peut un peu nuancer cette loi-là. Maintenant, pour en venir à l'Afrique. L'Afrique, je pense que c'est pas un problème de loi. Je pense que l'Afrique est majoritairement, l'Afrique centrale surtout, parce que les autres pays d'Afrique, je les connais pas personnellement. Mais l'Afrique centrale est majoritairement drivée par la coutume. C'est-à-dire qu'on a on a des lois qui existent, il y a des textes de loi, il y a un code de la famille qui existe dans le droit Ouada, qui donne des règles sur l'héritage et la transmission. Mais il y a une telle force, une telle présence de la coutume, des mœurs et de la culture, que très souvent tout se règle avec ces règles ancestrales-là de la culture. Il y en a qui vont dire oui, mais la coutume dit que c'est les biens de mon frère, il t'a pas épousé officiellement. Mais je trouve ça ridicule. Voilà, et ainsi de suite. Sauf que en face, tu as une femme ou un monsieur qui a accompagné la personne toute sa vie. Toute sa vie, et la personne a des enfants. Voilà, la personne a des enfants. Toi, t'étais, je ne sais pas. Toi, tu étais où quand l'autre était malade, c'était son compagnon, sa compagne qui l'aidait. Toi, tu n'étais pas là. Et en général, c'est vrai, ces gens-là n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais tu viens, tu prends, tu te sers parce que c'est ton frère, parce que c'est ta sœur. D'où, je me dis, et il faut peut-être une éducation un peu différente qui pousse nos parents, nos grands-parents, ou nous-mêmes, d'ailleurs, nous aussi, on peut commencer à faire ça. Bien sûr. À aller voir des notaires, à écrire. Oui, il y en a déjà qui le font. Sur blanc. Mais bon, les gens, ils le font avec des notaires, mais bon, par exemple, au Congo, les gens ne sont pas très honnêtes. Ils donnent des photocopies. Donc au bout d'un moment, si les textes existent et que nous, on veut pas les appliquer, on essaye de camoufler ceci de notre faute. Oui. Mais nous aussi, on peut commencer à prendre cette habitude-là et à la transmettre à nos enfants. On s'assoit avec nos conjointes ou nos conjoints. On dit, voilà, le texte de l'héritage est là, le testament est là, le notaire est là, il a validé, le truc est carré, au moins c'est clair. Et ce qui est bien aussi ici, c'est que ici il y a une règle, si tu veux pas payer trop d'impôts sur la succession, ça s'appelle la donation au premier vivant, je crois. Je suis pas très sûr du terme, mais il y a un texte comme ça qui te permet de léguer durant ton vivant une partie de ta fortune, une partie de tes biens, que tu lègues déjà à tes enfants. Et dans ce cas-là, tu n'as pas, vu que c'est un don que tu fais, et je crois que tu peux léguer 100 000 euros, je crois, ou entre 100 000 et 150 000 à une certaine période. Par périodicité, tu peux donner des parties de 100 000 à tes enfants. Et dans ce cas-là, il y a le droit de succession n'est pas le même. Ça, c'est pas mal. Du coup, tu n'as pas besoin d'attendre de mourir pour que pour que les choses soient réglées. Tu peux commencer. Exemple, un homme très riche en France, multimilliardaire, qui a commencé à léguer à ses enfants certaines de ses entreprises pendant qu'il est vivant. Comme ça, au moins, enfin, pas qu'il contourne, mais il évite cette problématique-là. Et ce qui est bien, pour nous les Africains aussi, c'est qu'en faisant ça du vivant, on évite les palabres entre les enfants quand on va mourir. Parce que on sait très bien comment ça se passe. Oui. C'est toujours c'est bien de départager voilà. pendant que tu es au moins, tu départages, c'est toi le chef de famille, les gens vont t'écouter, papa a déjà tracé. Ça crée beaucoup de problèmes et des dislocations, je crois. Comme ça, au moins, si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est toi qui vas voir, il va pas aller embêter ton frère, il va pas aller embêter son frère, et ainsi de suite. C'est réglé. Après, si tu veux pas, partager tes biens, c'est facile, tu peux juste acheter une maison, tu dis, bah, ça, je m'en donne Jérémy. Voilà. Achète une autre maison, ça, c'est mon frère. Voilà. Donc, ce qui fait que tout le monde, il y a un peu la balance qui est équilibrée. Et au moins, c'est réglé
de ton vivant où tu as encore la possibilité de taper du poing sur la table et de dire, bah, vous vous calmez, vous arrêtez ça, voilà, tout est déjà carré, et puis voilà. Et tu fais aussi des trucs bien pour ta conjointe ou ton conjoint, c'est aussi carré, au moins il sait que si t'arrive un truc demain, voilà, tout est déjà bien. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais peut-être qu'en voyant ça, les gens vont se dire que on va vite précipiter sa mort pour récupérer les biens. Tu peux mettre une clause qui dit que si tu meurs, tu vois, en fait, tu mets déjà au nom des gens, mais déjà, tu dis, déjà, c'est quand tu vas mourir que ça sera effectif. Mais gars, déjà, pour arriver à parler d'héritage, de parler de testament, les gens ont peur de mourir. Ils se disent que s'il écrit un testament, demain il va mourir. Les gens ont peur de ça. C'est ça le problème aussi des Africains. Au bout d'un moment, il faut accepter l'inévitable. Il faut choisir son combat. Donc, tu vas combattre, ok, tu as peur de mourir. Et alors, ça va arriver. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai vu qu'il y avait un mouvement aux États-Unis des héritiers. Oui. Ils faisaient des marches, ils essayaient de contredire la loi pour payer plus d'impôts. Pour payer eux-mêmes, ils veulent payer plus d'impôts. Oui, eux, ils veulent payer plus d'impôts. Non, mais là, c'est parce que tu parles des grosses fortunes qui veulent plus contribuer. Oui, voilà. Ils veulent plus payer les impôts et de moins taxer les pauvres. Les pauvres. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça louable, pour ça que je voulais en parler. Ça serait pas mal. Après, bon, je pense que c'est... En Afrique, qui va faire ça? Non, en Afrique, je pense qu'on a d'abord d'autres priorités. Même en France, ici, je pense pas que les gens vont le faire. Aux États-Unis, ils ont une autre mentalité. En Afrique, je pense qu'on a d'autres priorités, mais en même temps, en Afrique, comme tout est à refaire, c'est maintenant qu'il faut, effectivement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est maintenant qu'il faut se poser la question sur un bon système d'imposition qui serait un peu équitable, où la classe moyenne et les pauvres ne paieront pas trop, et les riches contribueront un peu plus. Mais naturellement, quand tu demandes à quelqu'un de contribuer un peu plus, tu dois aussi lui donner, c'est du donnant-donnant. La personne doit aussi se sentir gagnante quelque part, ça va se dire, bah, tu fais que me prendre, qu'est-ce que je gagne dedans? Bon, c'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est pour revenir sur ce qu'on a dit sur l'investissement et l'épargne, c'est dans l'idéal, si vous pouvez fonctionner sur les trois temporalités, vous épargnez quelque chose parce que on ne sait jamais. Demain peut être très compliqué, on peut perdre un boulot, le conjoint ou la conjointe peut perdre son travail, l'enfant peut tomber malade, plan de sécurité, l'épargne. L'investissement parce que bon, le salaire ne suffit pas. Pour essayer de level up, de changer de classe sociale. D'essayer un peu de pousser le bouchon. Voilà. Et le troisième, c'était, on avait dit épargner, investir et l'argent au quotidien parce que il faut quand même se faire plaisir. Oui. Il faut se faire plaisir et penser aussi à la retraite. Bon, la retraite, je mets ça dans le cadre de l'épargne. Voilà. Il faut vivre quoi, voyager, manger. Se faire plaisir comme on peut. Et surtout, il faut pas aussi, au-delà de ses moyens, aider les autres. Et aider aussi les autres. Ah tiens, oui, effectivement, c'est très important. Aider les autres, toujours dans la mesure du possible. Parce qu'il faut pas non plus se mettre, non, c'est vrai, il faut pas non plus se mettre la corde au cou. Si tu sais que tu ne peux pas, tu fais dans la limite de ce que tu es capable de faire. Parce que l'erreur, effectivement, c'est de trop dire oui. Tu prends énormément d'engagements et au bout d'un moment, quand tu cumules les engagements, il arrive un jour forcément où il y a un qui va faire défaut et c'est ce défaut-là de trop qui va enchaîner une cascade de défauts et là, tu auras un problème. Ok, donc merci beaucoup et rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous. À la prochaine. Africa!